Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Plus que quelques heures avant l'ouverture ce 3 juillet du sommet extraordinaire de la CEDEAO au Ghana, un sommet très attendu par le Mali, le Burkina Faso et la Guinée, les trois États espèrent obtenir une levée des sanctions qui leur ont été imposées après les coups d'État militaires. Les membres de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution sont désormais connus au Mali. Ils ont été nommés ce 29 juin par le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta. La commission a 2 mois pour élaborer le texte. Et puis, focus sur le secteur des services aux Comores, un secteur qui a connu un réel essor sur la période 2011-2020 selon la Banque africaine de développement. Les détails à suivre dans ce journal. Mais tout d'abord, à l'heure où la crise politique perdure en Libye, les citoyens étaient dans la rue ce vendredi 1er juillet. Ils se sont rassemblés dans plusieurs villes du pays pour protester contre la détérioration de leurs conditions de vie. À Tobrouk, dans l'Est, les protestataires ont pénétré dans l'enceinte du Parlement, selon des médias locaux. La colère des Libyens était telle qu'ils ont même incendié des voitures de députés. Une colère qui s'est amplifiée ces derniers jours avec les coupures de courant. Ces faits ont aussitôt suscité des réactions. Le Parlement a condamné, je cite, les actes de vandalisme et l'incendie survenu à son siège. Le Premier ministre sortant, Abdelhamid Dbeibah, a lui aussi réagi en affirmant sur les réseaux sociaux joindre sa voix à celle des manifestants. Dans l'actualité également, l'inquiétude des Nations Unies au sujet de la répression des manifestants anti-putsch au Soudan. Ce 1er juillet, la haute commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, Michelle Bachelet, a demandé aux autorités l'ouverture, je cite, d'une enquête indépendante, transparente, approfondie et impartiale sur la réponse des forces de sécurité conformément aux normes internationales en vigueur. Une requête adressée au lendemain d'une manifestation organisée à Khartoum notamment, mobilisation durant laquelle au moins 9 protestataires sont morts, dont un jeune de 15 ans. D'après la diplomate onusienne, la plupart des victimes ont reçu des balles dans la poitrine, la tête et le dos, et ce alors que la police aurait déclaré, je cite, qu'elle n'utiliserait pas la force meurtrière pour disperser les manifestants, selon Michelle Bachelet. Le Ghana accueille ce dimanche 3 juillet un nouveau sommet extraordinaire de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Réunis à Accra, les dirigeants plancheront sur la situation politique au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Au cœur des discussions, la levée ou non des sanctions imposées à ces 3 pays qui ont été le théâtre des coups d'État militaires. Nous retrouvons sur place notre envoyé spécial, Ange Bijou-Nomagno, qui nous en dit plus sur les enjeux de ce sommet. Plus que quelques heures avant de connaître le verdict de la CEDEAO pour ce qui est du Mali, du Burkina Faso et de la Guinée-Conakry, les 3 pays vont être fixés sur leur sort ce dimanche 3 juillet 2022, ici même à Accra, la capitale ghanéenne, où va se tenir un sommet ordinaire des chefs d'État de la sous-région. De manière générale, il faut retenir que la CEDEAO entend peser de tout son poids pour un retour rapide des civils au pouvoir, une décision qui a du mal à passer dans les 3 pays, le Mali ayant proposé récemment un chronogramme électoral devant se tenir en février 2024, même son de cloche au Burkina Faso et en Guinée-Conakry, où les juntes militaires proposent une transition d'une durée de 3 ans. Entre-temps, la présidence de la CEDEAO va changer, un changement qui certainement va apporter un nouveau vent dans les négociations. Ange Bijou-Nomagno, depuis la ville d'Accra pour Africa 24. Et au Mali, justement, le chef de la junte, le colonel Assimi Goïta, a nommé ce 29 juin les membres de la commission chargée de rédiger la nouvelle constitution, une structure mise en place le 10 juin dernier. À la tête de cet organe, Fousseini Samaké, ancien secrétaire général du gouvernement, les détails avec Samantha Sabero Saboubanga. Au Mali, les personnalités chargées de rédiger la nouvelle constitution ont été nommées par décret du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, le 29 juin 2022. Présidé par Fousseini Samaké, ancien secrétaire général du gouvernement, cette nouvelle constitution sera soumise au vote lors d'un référendum le 19 mars 2023. Cette commission doit chercher l'originalité malienne, en ce sens que, contrairement
à la constitution du 25 février 1992 actuellement en vigueur. Cette constitution, tout le monde est d'accord que cette constitution a été notamment inspirée fortement par la constitution française de 1958 et qui contient vraiment des dispositions qui ne collent pas tout à fait aux réalités maliennes. La nouvelle commission est composée de 25 membres, dont un président, 2 rapporteurs et 22 experts, qui vont travailler sous l'autorité du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, pour présenter un avant-projet de loi dans 2 mois. Et c'est pourquoi cette nouvelle commission a la lourde responsabilité également de produire un avant-projet de constitution vraiment qui correspondent aux aspirations du peuple malien en termes juridiques, mais aussi en termes sociaux et en termes historiques, pour faire en sorte que cette nouvelle constitution vraiment puisse apporter une stabilité politico-institutionnelle au Mali. Notons que la mise en place de la commission de rédaction de la nouvelle constitution intervient quelques jours avant le sommet ordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEDEAO qui aura lieu à Accra au Ghana le 3 juillet prochain. À l'occasion de ce sommet, l'évolution de la situation politique au Mali sera examinée. La zone de libre-échange continentale africaine, un projet synonyme de développement économique pour l'Afrique. Selon la Banque mondiale, la ZLECAf pourrait accroître les revenus régionaux de 9% une fois qu'elle sera pleinement mise en œuvre. Autre chiffre donné par l'institution, d'ici à 2035, ce marché unique pourrait faire sortir jusqu'à 50 millions de personnes de l'extrême pauvreté. Les précisions de Joël Palou. Selon un nouveau rapport de la Banque mondiale, publié le 30 juin en partenariat avec le secrétariat de la ZLECAf, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine pourrait sortir de l'extrême pauvreté jusqu'à 50 millions d'Africains. Un projet de marché unique qui permettra aussi de faire bénéficier au gouvernement des réductions de droits de douane sur 90% des marchandises, ce qui devrait accroître les revenus régionaux de 9%, soit 571 milliards de dollars d'ici 2035. Il appartient maintenant aux États membres de conjuguer leurs efforts pour faire de la ZLECAf une réalité et bénéficier de ses nombreux avantages, particulièrement de réduire les obstacles au commerce et à l'investissement, de renforcer la concurrence et de veiller à ce que les marchés fonctionnent de manière équitable et efficace grâce à des règles claires et prévisibles. L'accord commercial de libre-échange entre les pays africains devrait engendrer la création de près de 18 millions d'emplois supplémentaires selon la Banque mondiale. De plus, les gouvernements africains s'attendent à voir accélérer l'augmentation de la rémunération des femmes de 11,2% en 2035 par rapport au niveau de salaire en l'absence de l'accord, dépassant la croissance de 9,8% des salaires des hommes. Nos estimations montrent que le commerce en Afrique pourrait augmenter de plus de 30% au cours de la prochaine décennie et que la croissance du commerce intra-africain sera largement portée par les produits manufacturés à forte intensité de main-d'œuvre. L'accord créera donc des opportunités pour des millions d'Africains qui cherchent à intégrer le marché du travail chaque année. Wamkele Mene, secrétaire général de la ZLECAf, envisage mettre sur pied une plateforme réservée aux petites et moyennes entreprises, ceci dans l'optique de faciliter les échanges intra-africains et booster le secteur de l'emploi, notamment dans le secteur du textile et de l'agriculture. Selon la Banque mondiale, les jeunes représentent 60% de l'ensemble des chômeurs africains. Les Comores célébreront ce 6 juillet leur fête de l'indépendance. Pour l'occasion, focus sur le secteur des services dont la croissance a été ralentie avec l'avènement du coronavirus. Un secteur qui, selon la Banque africaine de développement, a contribué en moyenne à près de 80% à la croissance économique du pays sur la période 2011-2020. Les précisions de Mildred Yamou. La croissance de l'économie comorienne repose essentiellement sur l'agriculture et les services. Entre 2009 et 2019, le secteur des services a contribué à hauteur de 56% au produit intérieur brut du pays en moyenne annuelle, devant l'agriculture qui, pour sa part, a contribué à 31,6% au produit intérieur brut au cours de la période sous revue. Cependant, la pandémie de Covid-19, la guerre en Ukraine et les aléas climatiques ont fortement ralenti la productivité de ces secteurs. Covid n'a pas touché seulement les Comores, il a touché tout le monde.
Mais quand même, nous, avec les partenaires, ils ont beaucoup aidé. On a mieux géré le Covid. Avec la guerre en Ukraine, avec tout ça, on n'a pas le choix. Donc nous, on va passer à voir comment on va aller à la hausse des prix. Sinon, c'est la pénurie. Nous, malheureusement, on dépend de plus de 80% d'importation. Au cours de la dernière décennie, la croissance économique des Comores a été tirée par le secteur des services. Ce secteur a contribué en moyenne à près de 80% à la croissance économique du pays entre 2011 et 2020, contre près de 46,7% lors de la décennie précédente, d'après les données de la Banque africaine de développement. En vue d'augmenter la productivité de ce secteur pilier de l'économie, l'archipel compte renforcer la production locale. L'Afrique, elle a un agenda 2063. Donc d'ici là, maintenant on est des producteurs, mais on sera des consommateurs parce que la population comorienne va dépasser les autres continents. Donc on va produire, on va consommer. Donc on a intérêt à ce qu'effectivement ces ressources africaines qu'on puisse les exploiter pour l'intérêt des Africains. Au Comores, la progression du secteur des services est due au rebond des activités de télécommunications et de l'immobilier au cours des dernières années. Le développement de ce secteur est parmi les priorités marquant la célébration du 47e anniversaire de l'indépendance de l'État insulaire le 6 juillet 2022 afin de préserver les moyens de subsistance des populations et les revenus du gouvernement. Au Nigeria, l'exportation d'engrais pourrait rapporter aux autorités 5 milliards de dollars, et ce grâce à l'usine Dangote Fertilizer Plant. D'une superficie de 500 hectares, la structure détient une capacité de production de 3 millions de tonnes d'engrais par an, une usine qui va aussi permettre au pays de renforcer sa production agricole à Ménéji. Le Nigeria pourrait attirer 5 milliards de dollars en recettes d'exportation d'engrais tirés de l'usine d'urée d'ammoniac du groupe Dangote, inaugurée en mars dans la zone franche de Lekki, disposant d'une capacité de production de 3 millions de tonnes par an. Par ailleurs, les unités d'Indorama et de Notoré peuvent aussi fabriquer 3,5 millions de tonnes selon Aliko Dangote. Par conséquent, cette production combinée excède la demande actuelle du Nigeria, favorisant l'export à un moment où la demande mondiale est très élevée. Cette usine vient à point nommé pour le continent africain, pour le Nigeria et aussi quelque part pour le monde. Depuis que l'invasion russe en Ukraine, beaucoup de produits viennent à manquer. Parmi ces produits, il y a la potasse, l'urée, la phosphate qui sont les composants majeurs de l'engrais. Donc ça veut dire que pour les agriculteurs qui sont justement en ce moment en train d'entrer dans une période où ils vont en avoir beaucoup besoin, ce produit va arriver à manquer. Donc cela veut tout simplement dire que les rendements qui étaient déjà assez faibles sur le continent africain vont être encore beaucoup plus faibles. Et donc, il y a le spectre de la famine qui frappe à la porte de l'Afrique. L'agriculture, élément clé de l'économie nigériane, a contribué à 25,8% de son PIB pour 72,3 milliards de naira en 2021. Notons que le Nigeria envisage de devenir le premier exportateur net d'engrais après avoir mis en place Dangote Fertilizer Plant, sa deuxième plus grande usine d'intrants au monde. Cette usine va permettre de régler un double problème. Premier problème, il y aura une mise à disposition pas cher d'un engrais. Au lieu d'aller le chercher dans d'autres continents, nous l'avons sur le propre continent, à portée de main, et donc de ce côté-là, il n'y aura pas inflation. Deuxièmement, vu que le produit sera disponible aussi bien en quantité, en qualité que financièrement, cela va permettre de pousser les agriculteurs à pouvoir utiliser beaucoup plus d'engrais pour augmenter les rendements. Parce qu'aujourd'hui, le paradoxe en Afrique, c'est que nos agriculteurs utilisent peu d'engrais et ils ont peu de rendement. Signe de l'opportunité que représente l'initiative du groupe Dangote, le conflit entre la Russie et l'Ukraine a provoqué une hausse des prix et des pénuries alimentaires mondiales, les deux pays étant les principaux fournisseurs d'urée, de potasse et de phosphate, composants clés des engrais en Afrique. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.